Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Un livre, 1000 idées. Un livre, 1000 idées est une émission produite par les filles de Saint-Paul et les coopérateurs éparpillés à travers la ville de Lubumbashi et partout en RDC. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous parler d'un thème essentiellement sanitaire, la nutrithérapie. Avez-vous entendu parler de ce mot, nutrithérapie? Pour en connaître ou en savoir plus, nous avons sur ce plateau M. Valéry Kavula Muyasa. Il est chef des travaux à l'ISTEM Lubumbashi, RDC, doctorant à l'Université de Lubumbashi, chercheur indépendant en médecine fonctionnelle, en nutrition clinique et métabolique, en criminalistique nutrigénémonique. Il est consultant en maladies nutritionnelles. Monsieur Valéry Muyasa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons parler de votre ouvrage Nutrithérapie, fondement du diagnostic clinique et métabolique, livre édité aux éditions Presse universitaire de Lubumbashi depuis 2021, donc depuis l'année passée. C'est un ouvrage qui aide, selon vous, nos lecteurs à connaître les types d'aliments pour pouvoir s'amender ou vivre longtemps. Alors, la toute première question qui me vient à cœur, c'est celle de savoir ce que c'est la nutrithérapie. Parce que pour beaucoup, on ne connaît pas ces mots. Surtout, ce n'est pas tout le monde qui a suivi la faculté de médecine ou qui a fait la médecine. Alors, dites-nous, c'est quoi la nutrithérapie? Merci, monsieur le journaliste, pour la présente préoccupation. En fait, la nutrithérapie, c'est une approche thérapeutique, bien sûr, qui s'occupe de la promotion de la nutrition en utilisant donc certains aliments ainsi que certains nutriments dans le traitement de certaines pathologies, entre autres les pathologies métaboliques, dont les pathologies nutritionnelles et autres. Et puis, elle est basée sur des profondes connaissances en biochimie, en maladies métaboliques, en physiologie et physiopathologie des maladies métaboliques et en nutrigénomique. Quels sont les apports de la nutrithérapie dans notre société? Pourquoi parler de la nutrithérapie? Vous vous êtes rendu compte, en fait, quel est le but de la nutrithérapie dans notre société ambiante? Vous vous êtes rendu compte que on est très mal nourri, on ne sait pas les bons aliments à consommer, on mange tout ce qui passe par notre bouche sans connaître, je ne sais pas, les fondements nutritionnels de notre alimentation. Alors, quels sont les apports de la nutrithérapie? Ok. En rapport avec les apports de la nutrithérapie, d'abord nous sommes dans un monde où actuellement, bien sûr, nous sommes en train de nous alimenter comme on veut, d'une manière vaille que vaille. Il faut d'abord connaître quel type de nutriments nous pouvons profiter dans chaque aliment. Alors, actuellement, si nous observons sur notre espace planétaire, nous finissons par nous rendre compte qu'il y a au moins 60% des pathologies qui sont d'origine nutritionnelle. Entre autres, on nous a parlé de la COVID-19, nous avons l'hypertension, nous avons le diabète, nous avons certains types de cancers. Donc, bref, il y a au moins 60% des pathologies diagnostiquées sur le plan médical qui sont d'origine nutritionnelle. Et donc, la prise en charge de toutes ces pathologies exige plus l'usage des protocoles nutritionnels bien agencés pour bien réussir et les diagnostics et la thérapie, que ce soit sur le plan préventif tout comme sur le plan curatif.
Alors, Monsieur Valéry, puisque vous parlez de la nutrithérapie, voudrez-vous bien nous dire ou établir la différence entre la sécurité alimentaire et la nutrition? Merci également pour cette préoccupation. La sécurité alimentaire concerne le mode d'alimentation où il faut que chaque individu puisse s'alimenter en quantité ainsi qu'en qualité de manière tout à fait suffisante. Donc il faut que chaque être humain puisse s'alimenter des types de nutriments de meilleure qualité, tout comme de la quantité normale, voire même sur le plan thérapeutique en milieu clinique. Il faudra également que chaque patient, chaque malade puisse s'alimenter selon sa maladie et selon les degrés de la gravité de son état pathologique. Alors, dites-nous, puisque vous parlez de l'alimentation en grande quantité, ainsi de suite, il arrive des fois que des personnes ou des consommateurs, vos patients, s'alimentent par excès et d'autres s'alimentent par carence. C'est ce qu'on appelle la malnutrition carentielle et la malnutrition par excès. Voulez-vous nous en dire plus? Bon, tout ce qu'on peut retenir, c'est que dès lors qu'on s'alimente, il faudra que la sécurité alimentaire y intervienne. Donc, il se peut que nous sommes en train de nous alimenter, soit en quantité suffisante ou insuffisante. Insuffisante, bien sûr, soit en quantité exagérée. Alors, à ce moment-là, on est en train de développer ce que nous avons signalé avec nos apports. Donc, on finit par développer certains troubles du comportement alimentaire qui sont dus à l'apport insuffisant, tout comme exagéré, qui peut s'exprimer par des pathologies dues à la malnutrition pluricarentielle, telles que le kwashiorkor, le marasme, on les remarque souvent dans les milieux cliniques. Alors, il y a également une malnutrition par excès, où nous pouvons parler du diabète, nous pouvons parler de l'obésité, et aussi voir même quelques formes de cancer. Et par excès, là, qu'est-ce que vous insinuez par excès? Ne pas trop manger ou ne pas sélectionner les types d'aliments à consommer? Oui. C'est quoi par excès? Y a-t-il une quantité normale que l'être humain doit prendre qui ne puisse pas lui causer du tort à sa santé? Voilà. Je crois que dans notre document, nous avons eu à spécifier pour chaque nutriment, normalement, il faudra une quantité spécifique. Limitée. Une quantité spécifique, limitée, déterminée, aussi conseillée, de façon à ce que nous ne puissions pas tomber dans la malnutrition par excès. Alors je disais, qu'est-ce que vous entendez par alimentation par excès? Trop manger, c'est ça, s'alimenter excessivement pour vous? Bien sûr, donc lorsque nous vivons dans une forme d'anomie, donc soit il y a l'absence des normes, soit il y a quelques normes qu'on ne sait pas respecter, on consomme comme on veut. Alors, le fait de consommer exagérément nous amène facilement à une malnutrition par excès. Exemple, la consommation de trop du sucre ne peut que nous amener vers le diabète, surtout le diabète du type 2, le diabète sucré. Alors, l'excès de consommation de lipides peut nous amener également au problème de l'obésité. Non, au problème de l'obésité. Donc, le surcharge pondérale. Également, l'excès des protéines d'origine animale nous amène directement vers la goutte. C'est dans ce sens-là. Autrement dit, le libertinage alimentaire nous cause beaucoup de peine, beaucoup de mal. Bon, nous pouvons accepter ça. Merci. Alors, nous allons cibler une catégorie de personnes, et notamment la nutrithérapie chez la gestante. Comment nourrir une femme enceinte et comment nourrir un nourrisson. On commence par une femme enceinte. Selon la nutrithérapie, quel type d'aliment doit-elle privilégier, la gestante? Oui, l'idéal chez la gestante est qu'elle puisse s'alimenter équilibrée et en fonction de
donc de l'âge de sa grossesse, Ok. du point de vue quantitatif, Non, tout comme du point de vue qualitatif. Le premier trimestre, le Alors, deuxième, le troisième. Bien sûr. Au premier trimestre, donc la femme doit consommer d'abord, normalement, mais plus 150 kilocalories. Beaucoup d'énergie. Voilà. On les trouve dans les sucres. Et au deuxième trimestre, elle doit encore ajouter 150 kilocalories. Donc cela veut dire au moins 300 kilocalories. Et au troisième trimestre, 450. Les Donc, kilocalories, on les trouve dans quel type d'aliments, par exemple? bon, on les trouve dans plusieurs aliments. Mhm. Alors, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 600 kilocalories parce que là, ça peut amener un problème de l'obésité gestationnelle. Tout comme le problème du diabète gestationnel qui s'amène aussi avec beaucoup de complications. Alors, du point de vue qualitatif, il faut toujours équilibrer les aliments à partir du premier trimestre. Il faudra que dans son alimentation, nous puissions trouver d'abord les 3 grands groupes des aliments. Ok. Des lipides, des glucides ainsi que des protéines. De protéines. Aussi les oligo-éléments, également aussi quelques sels minéraux, donc sans pour autant oublier quelques vitamines. Bref, dès le début de la grossesse, la femme doit bien s'alimenter. Mais comment bien s'alimenter dans un contexte de pauvreté extrême? Bon, quel que soit... Nous vivons dans une société où la monotonie nous caractérise, la monotonie alimentaire. Il y a une répétition d'aliments tout au long de la semaine ou des mois, ainsi de suite. Alors, comment elle peut s'y prendre? Ok, le problème de la répétition, tout comme de la monotonie, comme vous venez de dire, ça c'est un problème peut-être culturel, un problème mental. Il suffit seulement de capitaliser, même avec peu de moyens. Donc il est question donc, de faire le choix, je peux dire, des meilleurs aliments. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons dire que la classe la plus pauvre, c'est celle qui est en train d'utiliser peut-être un peu de frétin et autres, mais nous avons des tomates, nous avons aussi l'oignon. C'est question de bien cuire ce frétin. Et à ce moment-là, vous profitez d'ailleurs de même type de protéines que ceux-là qui semblent croire qu'ils mangent bien parce qu'ils mangent trop de viande et ils risquent de développer aussi la goutte. Y a-t-il d'interdit chez une gestante, une femme enceinte pendant la grossesse? Et dans certaines sociétés traditionnelles, on leur interdit de manger telle ou telle autre catégorie d'aliments sous prétexte, je ne sais pas, de développer ce que vous avez appelé malnutrition par excès. Oui, par rapport aux interdits, donc là c'est un peu vaste. Donc l'idéal c'est de comprendre que nous rentrons toujours dans les normes de la sécurité alimentaire. Mais c'est à retrouver dans les livres. Hein. Oui, évidemment. Donc du point de vue qualitatif, il faudra que la femme enceinte puisse se rendre compte qu'elle n'est pas autorisée, par exemple, de prendre la cigarette. Elle ne peut pas prendre de l'alcool, on ne sait pas de n'importe quelle manière. Alors, mais en ce qui concerne les interdits alimentaires, bon, nous ne pouvons pas plus entrer dans les domaines culturels vu que ce n'est pas... Ce n'est pas à l'ordre du jour. Oui. Maintenant, chez un nourrisson et la nutrithérapie lui est utile à quel niveau? Oui, par rapport aux nourrissons, nous savons que d'abord, selon l'Organisation mondiale de la santé, un enfant de 0 jusqu'à 6 mois est obligé de s'alimenter uniquement du lait maternel. Le lait maternel. Pourquoi? Parce que nous savons que le lait maternel contient d'abord tous les nutriments. Le lait maternel renforce les systèmes enzymatiques de l'enfant. Le lait maternel a la capacité donc de lutter contre certaines agressions endogènes et exogènes. Donc le lait maternel fait à ce que l'enfant ne puisse pas tomber malade. Au niveau des hémoglobines. Oui, là, cela veut dire que le lait maternel est en train de renforcer le système immunitaire de l'enfant. Et là, dans le système immunitaire, on retrouve les immunoglobulines. Et donc, vous demandez aux
aux femmes allaitantes de privilégier beaucoup plus le lait maternel au-delà de toute autre proposition, comme je ne sais pas, on Oui. voit là les biberons et autres là-bas. Évidemment. Donc, de privilégier le lait maternel à partir de 0 jusqu'à 6 mois. Parce que le lait maternel contient tout ce que nous pouvons aller chercher dans les histoires artificielles. Or, lorsqu'on utilise par exemple les laits artificiels, nous savons qu'il y a par exemple la présence des hormones. Il y a des hormones telles que les IGF, donc les growth hormones comme les anglophones les appellent. Alors, ce sont des hormones qui sont adaptées pour la croissance des vaches. Alors, ce qui est utile, je vous ai parlé aussi que dans les laits maternels, il y a par exemple dans les renforcements du système enzymatique. Toute substance qui doit être normalement digérée doit avoir donc, sa capacité enzymatique tout à fait présente. Donc il faut qu'il y ait les enzymes présents pour la digestion, pour chaque nutriment. Or, nous avons des protéines dans les laits de vaches, mais il faudra qu'il y ait des protéines des vaches dans l'organisme du bébé. Non, aussi longtemps que dans l'organisme du bébé, nous avons la transférine qui provient grâce à l'allaitement maternel. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains bébés, même chez certains adultes, qui ne tolèrent pas aujourd'hui certains laits, c'est parce qu'ils n'ont pas eu à développer dans leur transférine depuis leur bas âge. Alors, essayons d'approfondir cette question. Il arrive des fois qu'un bébé qui naît refuse de téter le sein de sa mère. Alors dans ces cas-là, que fera la femme allaitante? Qu'est-ce qu'elle doit faire de son bébé? Aller recourir chez la voisine ou chercher d'autres astuces pour permettre de satisfaire aux besoins de son nourrisson? Bon, dans la plupart des cas, ce sont des cas qui sont un peu rares, mais l'idéal c'est de tout faire pour faire adapter le bébé à s'alimenter. Alors, puisque nous parlons de la nutrithérapie, les personnes du troisième âge ne doivent pas être oubliées. Comment peuvent-elles se nourrir, ces personnes-là? Souvent, elles sont exigeantes, les personnes du troisième âge, et elles misent sur en fait, elles sélectionnent ou elles sont rigoureuses quant à leur type d'alimentation. Vous, qu'est-ce que vous leur proposez pour qu'elles puissent se sentir toujours mieux dans leur peau? Oui, chez les personnes de troisième âge, normalement, il faut se rendre compte que d'abord, il y a un problème du goût qui est en train de diminuer. Également, il y a un problème de la digestibilité qui diminue aussi de temps en temps. Alors, dans cette fois-là, il faudra aussi un repas un peu plus épicé. Et en même temps, il faudra plus de fibres, des fibres alimentaires. Donc il faudra viser aussi plus des légumes, viser également les fruits. Alors, Monsieur Valéry, très rapidement, parlez-nous de la nutrithérapie qui doit intervenir aussi dans l'alimentation des personnes diabétiques et des hypertendus. Oui, chez les diabétiques, normalement, nous savons que vu qu'il y a un problème dans de l'insuline qui ne parvient pas peut-être à bien adapter l'assimilation du sucre, donc l'utilisation du sucre. Donc l'idéal, c'est que dans notre document, nous avons donné quelques exemples des aliments qu'il faut. Alors, nous avons parlé un peu du carrella. Le carrella antidiabétique, c'est un aliment d'origine indienne. Donc, mais actuellement, ici à Lubumbashi, donc c'est aussi vendu dans des grands magasins par-ci par-là. Il faudra utiliser ça. C'est ce que nous avons donné dans les documents. Dans les documents. Chez les hypertendus, il faudra normalement un régime donc hyposodé. Ça veut dire qu'il faut plus diminuer le sel si c'est chez les hypertendus. Maintenant, en fonction du degré de l'état pathologique, il faut voir donc quelle quantité du sel. Est-ce qu'il faut diminuer ou bien il faut stopper en fonction que la maladie est en train d'évoluer. Et alors, l'avant-dernière question sur la nutrithérapie qui doit intervenir aussi chez les personnes souffrant de certains types de cancers ou du cancer, notamment des seins. Jusque-là, avec notre document, nous avons plus visé dans l'aspect préventif. L'aspect préventif. Oui. Donc, une femme, normalement, il faut qu'elle soit en mesure de consommer, donc même une fois par mois, les cœurs de bœuf.
Donc, lorsqu'on consomme le cœur de bœuf régulièrement, ou bien même 1000 fois par mois, il y a toujours 1000 chances que la femme ne puisse pas développer le cancer des seins. Jusque-là, c'est ce que nous avons. Donc ça, c'est la prévention pour celles qui sont encore en bonne santé ou qui oui, pour celles qui sont en bonne santé, ou bien celles-là dont le cancer est encore au début. Là, on parle un peu de tumeurs bénignes. Oui, là, il faut qu'elles consomment le cœur de bœuf. Alors la toute dernière question, puisque nous sommes à la fin de notre émission, Monsieur Valérie Kavoula Mouyassa, vous avez sorti la nutrithérapie et vous n'êtes pas le premier auteur ou le premier écrivain à pouvoir traiter de ces thèmes. Il y en a beaucoup qui ont déjà parlé d'un tel type, des thèmes sur la nutrition et tout. Mais c'est quoi qui fait la spécificité de votre ouvrage et quelle est la cible visée pour votre document? Voilà, merci beaucoup. Je commence par dans la dernière préoccupation. Donc, par rapport à l'aspect, nous avons d'abord visé donc, tous les professionnels du domaine de santé. Ok. Les médecins, documents à consulter, documents témoins. Voilà, donc le médecin en rapport avec l'orientation du diagnostic, pour ne pas aussi tâtonner en ce qui cadre des problèmes métaboliques, tout ça. Il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a les analystes comme le laborantin. Nous avons aussi les nutritionnistes, les diététiciens, les médecins nutritionnistes. Et aussi, nous visons aussi toute la population, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en train de s'alimenter, mais on ne sait pas à partir de l'alimentation qu'est-ce que l'on peut développer comme circonstances pathologiques. Alors, en rapport avec le premier aspect de la préoccupation, notre spécificité. Voilà, qu'est-ce que nous avons apporté de particulier. Voilà, d'abord, nous avons évoqué une théorie sur le positivisme nutrithérapeutique que nous avons eu à définir comme l'ensemble des prestations nutritionnelles dans un cadre normatif. Donc cela veut dire tous ceux qui vont se prester dans le cadre de la nutrithérapie doivent être bien recadrés. Exemple, donc la nature est posée. Cela veut dire en prescrivant des régimes alimentaires par exemple, il faut recourir vers les aliments bio. On ne peut pas plus recourir vers les aliments artificiels, synthétiques. Ce sont des aliments à plus de problèmes. Alors, il faut aussi la rationalité des soins. On ne peut pas prester les soins nutrithérapeutiques en divagation. Il faut par exemple respecter le schéma universel des soins, ainsi de suite. L'autre rapport, nous avons eu à classer les aliments selon le positivisme nutrithérapeutique. Alors là, comment ça? Parce que nous avons constaté que l'OMS a déjà classé les aliments en 3 groupes, selon les aliments des groupes énergétiques, les aliments de croissance et les aliments de protection. Il y a aussi la classification chimique en 7 groupes, donc selon le pouvoir chimique que contiennent les aliments. Il y a aussi la nature, donc en 2 groupes pour dire il y a les aliments d'origine animale, les aliments d'origine végétale, ça c'est du point de vue naturel. Il y avait aussi un Suisse qui avait parlé sur la classification des aliments et des nutriments en fonction des types, les nutriments des types 1 et des types 2. Alors, quant à ce qui nous concerne, nous avons classé les aliments en fonction du positivisme nutrithérapeutique. Cela veut dire en 3 familles. Donc, nous avons les aliments de la famille primaire, de la famille secondaire et ceux de la famille tertiaire. Dans la famille primaire, nous avons les aliments qu'on appelle les alicaments, parce que ce sont des aliments, non seulement que ça soigne, que ça guérit, mais aussi c'est déjà passé par des services de contrôle, non seulement comme à l'OCC, mais aussi par des essais cliniques. C'est déjà passé par les essais cliniques vérifiables, donc par des cobayes et autres. Et la scientificité a prouvé que tel nutriment ou tel aliment peut soigner ou guérir. C'est ce que nous avons placé dans la première famille. Des alicaments. Voilà. Dans la deuxième famille, nous avons aussi certains alicaments qui soignent, qui guérissent, oui, mais qui n'ont pas été encore testés jusque-là au niveau des grands laboratoires
qui n'ont pas encore subi des analyses analyses. Ce qui fait que, approfondies. oui, on peut descendre même dans nos villages, il y a certains médicaments qui soignent, qui guérissent, mais ce n'est pas encore passé par... attesté. Oui, oui. Donc au fur et à mesure, dès que ça sera attesté, nous pouvons encore les reclasser. Alors, troisièmement, nous avons mis les aliments Tertiaire. oui, dans la famille tertiaire parce que il y a certains aliments qui ne soignent pas, qui ne guérissent pas, mais c'est utile parce que ça produit quand même de l'énergie. Là, ça nous rassure dans le cadre de l'homéostasie énergétique. Alors, le dernier mot, à qui destinez-vous ces documents parce que le temps presse? Oui, nous avions parlé ici que les documents est destiné à tout le monde. Oui, donc prioritairement aux médecins, au personnel médical. Merci beaucoup. Comme l'autre rapport que nous avons... Oui, la dernière. Oui. Je crois que tout ce temps en nutrition, on avait tendance à parler des troubles du comportement alimentaire. Mais à notre niveau, nous avons constaté que c'est un peu vague. Troubles du comportement alimentaire, ça reste au niveau de l'aliment. Et puis, on reste au niveau de la boulimie, aussi l'anorexie. Mais il faut beaucoup insister. Il n'y a pas d'alternative ou de remède. Il n'y avait pas de remède jusque-là. Non, c'est juste la façon de comprendre les termes, la façon dont on est en train de l'utiliser. Actuellement, il faut faire maintenant la différence entre les troubles du comportement alimentaire et les troubles du comportement nutritionnel. Parce que les troubles du comportement nutritionnel, ça c'est dans l'organisme. Mais les troubles du comportement alimentaire, quelqu'un peut se dire, bon, moi je n'aime pas manger tel aliment parce que ça peut me créer des problèmes. Ça peut se limiter sur l'anorexie. Alors, nous avons également ajouté, nous avons apporté ce concept-là, les troubles du comportement nutritionnel. Merci beaucoup, monsieur Valérie Kavula-Mouyassa, pour toutes ces réflexions sur la nutrithérapie. Mesdames et messieurs, vous êtes médecin, infirmier, spécialiste dans un domaine médical donné. Vous intéressez aux questions de santé. Vous souffrez du diabète, du cancer. Vous êtes gestante, c'est-à-dire femme enceinte. Vous êtes allaitante, vous allaitez donc. Ou encore, vous êtes un chercheur indépendant dans les domaines médicaux. N'hésitez pas à vous procurer ces documents. Vous voulez surtout vivre longtemps et en bonne santé. Cherchez à bien vous alimenter, à bien vous nourrir, au lieu de mystifier toutes maladies qui peuvent être peut-être d'origine métabolique, d'origine donc alimentaire. Vous mystifiez tout. C'est un document témoin, un outil de haute facture qui est très disponible dans les rayons de notre librairie Pauline, assise à l'avenue Lomami, au numéro 48 ans. Bienvenue à tout le monde. Bonne dégustation de ces manuels très riches en alimentation, en information alimentaire, très disponible. Merci de vous savoir pas moins nombreux que vous associez à notre émission réalisée de main de maître par la révérende sœur Marie-Justine et supervisée par Monseigneur Adolphe Soloci. Et nous disons merci à toute l'équipe technique, M. Kapan, et à la prochaine émission sur la radio, télévision Umoja. Et merci à tous et à toutes, surtout heureuse année 2023. Sourire, lumière et bénédiction, joie, soit votre partage. À plus. À la présentation, c'était Samuel Tchibouti. Je vous remercie. Je te dirai ce que tu deviens.